Alors, enchanté d'être là avec vous, parmi vous aujourd'hui, et vraiment ravi de l'invitation parce que, effectivement, j'ai pas eu l'occasion souvent de venir à la Rive-Sud et de vous parler directement, alors que c'est une des régions que j'admire le plus, et notamment par le fait qu'en termes de développement durable, la Rive-Sud, de façon générale, est beaucoup plus branchée que beaucoup d'autres régions dans la métropole. Alors, je suis très content du réflexe par rapport au plan métropolitain, émanant de la Rive-Sud d'une part, et d'autre part, je suis très content par le suivi que j'appellerais immédiat au lendemain du PMAD, à s'atteler et de se mettre au travail, puis de vraiment avancer des projets de plan de développement durable pour la région. Alors, c'est un vrai plaisir donc de venir parmi vous et de parler de développement durable. Et je vois que c'est sérieux. C'est vraiment sérieux ici, tant Longueuil que Candiac et Belleuil et d'autres régions. Alors, je veux vous parler de transport maintenant. Donc, on va parler de nos questions de mobilité. Donc, nous devons, dans un milieu quand même urbain, se déplacer. Nous ne pouvons pas tous travailler là où nous habitons, et puis certains diront tant mieux, parce que dans le temps qu'on faisait ça, c'est assez bruyant et enfumé. Alors, nous avons donc une problématique urbaine classique. Il y a un lieu de résidence, puis un lieu de travail. Et ça exige forcément des déplacements, ne fût-ce aussi pour faire du magasinage et autres. Et de plus en plus, la tendance a été de hyper spécialiser les espaces. Donc, que de plus en plus, le résidentiel devenait juste résidentiel, le commercial devenait juste commercial, l'industriel juste industriel. En tout cas, c'est le modèle essentiellement des années 20, où ces concepts sont surtout mûris, disons, et appliqués, et qui nous amène donc à une forme urbaine que nous connaissons fort bien, nous la vivons presque tous. Elle correspond à quoi? Eh bien, l'image qui n'est pas à Longueuil, j'avoue bien, c'est au Laval, mais c'est semblable. Ces charmantes maisons unifamiliales détachées que nous construisons comme des petits pains chauds partout depuis des décennies. Donc, un modèle, comme je dis, qui remonte très loin et qui fait effectivement le charme, si on veut, de ces banlieues. Mais je vous dis tout de suite, et j'annonce mes couleurs, maison rêve, on en convient, mais grevé de lourdes conséquences, très lourdes conséquences qu'on n'a sûrement pas vraiment anticipé à l'époque, qu'on n'a pas vraiment prévu. Certains l'ont prévu. Jane Jacobs, en 1961, nous a clairement dit « Attention à ce que vous faites, vous allez regretter vos actions ». Il y a vraiment des conséquences très lourdes, et on peut faire autrement dans son fameux ouvrage Déclin et survie des grandes villes américaines. Bon, traité comme folle en 61, traité comme la gourou du développement durable dans les années 80, et puis voilà. Alors, c'est ça, les idées changent. Bon, quelles sont ces lourdes conséquences, justement? Eh bien, première chose, ça prend du temps de se rendre compte, c'est les services locaux, là, il n'y en a pas, simplement. Alors, pour prendre le moindre service local, il faut s'engager dans un long voyage. Ça devient fastidieux, long, difficile. Ensuite, remarquez bien la photo, il n'y a pas de trottoir. C'est un milieu quand même dit urbain, puis il n'y a pas de trottoir. Curieux, ça. On aurait cru que ville, trottoir, ça allait ensemble. Non, il n'y a pas de trottoir. Et puis, la raison est simple. C'est d'une part, il y a des autos, donc le message est clair. On veut aller quelque part, on sort dans sa voiture et on s'en va. École, travail, commerce, peu importe, mais c'est la voiture. Puis deuxièmement, on mettrait des trottoirs. La deuxième question se pose, alors, où aller? Il n'y a aucune destination, c'est ça, où aller? Où voulez-vous aller, là? Il n'y a rien. Il y a des maisons, des maisons, des maisons, des maisons, tu sais, des maisons d'éternité, mais il n'y a pas de destination en tant que telle. Donc, on vient au point, case de départ, pourquoi des trottoirs? Poursuivons un petit peu. Regardez la superficie asphaltée de cet espace. C'est gigantesque quand même. On a l'impression qu'on prévoyait du trafic. Mais il n'y en a pas. Ces villes sont faites pour justement ne pas avoir du trafic. Comment ça se fait qu'on a tant asphalté ces espaces-là en prévision d'un trafic, on ne sait pas lequel, alors que ces milieux sont faits exprès pour décourager le trafic? Il y a comme un non-sens ici. Peut-être c'est-tu le contracteur d'asphalte qui est fort, qui vend bien son matériau. Mais en fait, c'est lourd de conséquences, parce que l'asphalte, il faut l'entretenir, il faut le remplacer, il faut le déneiger en hiver. Déneigeons ça, mais c'est à coup
faramineux. En tout cas, tout ça est très dispendieux à entretenir et on finit par se demander, mais pourquoi qu'on a tout ça, finalement? Ça donne quoi au juste? Ensuite, bon, ces vastes surfaces gazonnées qu'on regarde de chaque côté de la rue, c'est vert, on peut dire, mais pas vert dans le sens moderne, c'est juste vert. Disons que le son qui me revient toujours quand j'habite en banlieue, c'est la tondeuse. On me dit que c'est tranquille. La vie résidentielle, je ne trouve pas ça tranquille du tout. C'est lourd, c'est très lourd comme bruit, comme vacarme. C'est presque un rituel hebdomadaire que de sortir et tondre son gazon. Aux États-Unis, rappelons que le gazon, c'est la première récolte en importance, avant le blé d'Inde, avant le blé, etc. Là, c'est le gazon tondu. Première récolte états-unienne. La deuxième, c'est le blé, troisième, blé d'Inde, ainsi de suite. Mais le gazon tondu, c'est la première récolte en importance aux États-Unis. Ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert absolument à rien, ça. Alors, on se demande pourquoi tant de superficies gazonnées, on devrait être satisfait beaucoup moins. Ensuite, éventuellement, ça mène à constater que c'est une très, très faible densité aussi. On est dans du 12, 18 maisons, logements à l'hectare. On arrive à comprendre le pourquoi du manque de services. C'est parce qu'il n'y a pas un support nécessaire en termes de densité pour éviter les commerçants et autres de venir nous offrir des services. C'est trop faible. Et évidemment, la conséquence la plus lourde, oublier le transport en commun. Il est impossible. Devinez, un autobus qui se faufile là-dedans, généralement, avec le design de ces genres de quartiers-là, l'autobus rentre, tu cherches 3-4 personnes, 15 minutes après, il ressort, on a l'impression d'avoir fait aucun chemin. Alors, à force de desservir ces zones-là, c'est lent, c'est lourd, c'est très coûteux, c'est pas rentable. Donc, le réflexe, c'est restons avec l'auto. Mais l'auto nous propose effectivement un autre problème. On en viendra. Un autre choix qu'on a fait il y a longtemps, ces fameux axes, ces fameux boulevards commerciaux. Ici, c'est le boulevard Taschereau, évidemment, vous connaissez fort bien. Il y a ce cinéma Guzzo en haut. Bon, alors on est dans donc la plaza Greenfield Park en haut, puis on est dans simplement l'axe Régent sud, pas très loin. Encore une fois, ce qui impressionne, c'est beaucoup d'asphalte, même trop. On y passe, c'est toujours vide. Il y a beaucoup d'espace vacant. C'est énorme l'espace qu'on a asphalté. On se demande pourquoi. On prévoyait quoi, juste? Et c'est loin. Alors, il y a toutes sortes de conséquences lourdes à ce genre de paysage qu'on a créé. Des conséquences comme quoi ces centres d'achat, ces bandes commerciales sont trop espacés les uns les autres, donc on ne peut pas magasiner comme on devrait magasiner. Dire, bien, écoute, donc, on fait ce petit bout-ci, puis ensuite je vais aller là-bas, SAQ, je vais aller voir ensuite chez Jean Coutu, ouais, mais il est de l'autre bord, ou tu sais, il est loin là-bas. Réflexe, c'est laisse faire. Je rentre dans la voiture, je sors, je fais le tour, je reviens, je restationne. Ça devient lourd magasiner finalement, très lourd. Et c'est sûr que magasiner à pied ou en bicyclette, pensez-y même pas. Même si on voit un cycliste, ça m'a charmé de voir un cycliste passer au moment où je prenais la photo, c'est vraiment un animal très rare. Ces vastes boulevards à 8 voies, généralement, sont effectivement pas faits pour le magasinage. C'est vraiment fait pour simplement passer le trafic. Mais ce n'est pas un espace qui est vraiment heureux, disons, ni convivial, à magasiner dans le sens, disons, d'une rue Sainte-Catherine d'un côté, ou peut-être aussi dans le sens de 10-30. Là. Et ça a l'air d'être un peu dysfonctionnel aujourd'hui. Évidemment, piétonnage, cyclisme et transport collectif, bien que ça existe, c'est pas ça qui fonctionne bien avec ce milieu-là. Donc, la question revient encore, est-ce qu'on peut faire mieux en 2012 que ces espaces dont nous avons hérité? Parce que, finalement, le dilemme final avec tout ça, c'est qu'on se garoche tous, pas en transport collectif, mais en automobile, compte tenu de nos origines, compte tenu de ces vastes espaces, beaucoup trop espacés. On finit par dire, ben écoute, il n'y a que la voiture qui marche. Et voilà le résultat. On se lance sur l'autoroute et on se trouve dans une des villes les plus engorgées de trafic de l'Amérique du Nord.
Nos chiffres sont abominables à Montréal et ça nous fournit en smog, évidemment, mais surtout par des températures, des versions climatiques, l'hiver et l'été. Et ça, nous en souffrons tous en termes de maux, respiration. C'est surtout les enfants et les personnes âgées qui en gobent le plus de ce mal. Mais je pense que les gens d'âge moyen en gobent aussi, mais plutôt au niveau du stress. Le stress à simplement naviguer les exigences, d'aller déposer ses enfants à la garderie, d'aller ensuite s'engager dans le trafic, de crisser contre du monde là, qui conduisent mal, d'être toujours dans le trafic, bloqué, d'arriver au travail fatigué déjà, de travailler, d'être constamment dans sa montre, il faut que je maintienne l'heure de pointe, il faut que je l'avance, il faut que, tu sais, faut. On est comme réglementé, puis on se garoche là-dedans. On revient chez soi et on fait quelques commissions à gauche, à droite, en voiture, on ramasse ses enfants, puis là, on est comme épuisé. Il y a mieux, il y a vraiment mieux. On peut vraiment faire des villes autrement. Alors, qu'est-ce que le choix durable, au fond? Eh bien, comme le plan métropolitain nous le propose, ça passe par des TOD, des Transit Oriented Developments. Qu'est-ce qu'un TOD, au fond? Eh bien, c'est de la qualité de vie d'abord. Mais qualité de vie définie comment? Bien, par des aménagements globaux, intégrés de développement, qui placent les besoins humains d'abord, l'automobile en filigrane. Donc, c'est inverser le paradigme, si on veut. Dans nos modes de fonctionnement jusqu'à date, c'est l'automobile qui prend la place première. Après ça, on arrange les humains dans le décor après. Mais là, c'est inverser le ratio. On devrait mettre l'humain au cœur du développement, de penser en termes très humains, puis de voir après ça si on peut fitter la voiture dans le décor. Discrètement, de quelle façon, ainsi de suite. Bon, deuxièmement, c'est rentabilité. Le système que nous avons conçu n'est pas très rentable, au fond. Développer des espaces extrêmement faibles en densité, des espaces éparpillés, tout ce qu'on a produit, au fond, c'est du gazon puis de l'asphalte. Bien, malheureusement, ni l'un ni l'autre paye. Ce qui paye, c'est les maisons, les commerces, les bureaux. Mais eux, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on les a comme refoulés. Alors, on n'exploite pas notre territoire. Justement, écoutez, M. Monpetit, on perd nos terres humides parce qu'on foule. Il faut les mettre quelque part. On dit, les terres humides, tiens, on va les mettre là, les maisons. Alors, on finit par les détruire, ces autres espaces, parce qu'on a créé tellement d'asphalte. Donc, le problème, il est là. On a comme mal géré notre espace, au fond, au point où c'est plus rentable. Et on est comme à la course, on dit, il faut rendre ça rentable, il faut développer. Mais développer, ça veut dire quoi? C'est terre humide, on pitch ça dehors, puis on met de l'asphalte. On est toujours comme en train de courir en avant. Dézonons, vite. Il faut dézoner l'agraire, courir en avant. Il faut arrêter à un moment de dire, wow. Alors, rentabilisez vos espaces, réfléchissez en TOD et faisons autrement. Donc, en privilégiant la densité avec la qualité de vie en même temps. Rendez ça mixte en même temps. Ramenez l'idée qu'on peut peut-être magasiner chez soi, à pied. Ensuite, amenez vos parcs à l'intérieur de vos projets pour que vous puissiez les habiter réellement et pas l'espace comme ça au loin. Troisième point, un TOD, c'est justement la sociabilité, la convivialité. C'est au lieu de fuir ses voisins, au contraire, on s'agglomère, on finit par apprendre avec qui on habite, on se socialise, on commence à faire des amis locaux facilement parce que le projet le permet justement. Il faut toujours comprendre les deux extrêmes. Des maisons éparpillées, c'est difficile de sociabiliser, tout le monde est trop loin. Mais un bloc appartement en hauteur, c'est pas mieux non plus. On est tellement proche qu'on finit par se créer comme une sorte de comportement de défense. Là, on va connaître personne. Mais il y a juste des milieux là, qu'on peut exploiter. Quatrième point, évidemment, c'est que le TOD doit être structuré autour d'un axe de transport performant. Alors, ça veut dire un train de banlieue, ça veut dire une ligne de métro, ça veut dire du rail léger, ce qu'on appelle SLR, système léger sur rail, et un corridor d'autobus, un SRB, le système rapide bus. Il faut structurer les TOD autour de ces axes-là pour remettre le transport collectif au cœur des projets et pas comme
une excroissance inefficace il faut le faire parce qu'il faut le faire, là, mais on n'y croit pas trop. Et une fois que c'est fait, ça, on a un sentiment de sécurité, la vie devient plus efficace, plus facile, et un sentiment de sécurité qui se dégage de tout ça. Et donc, on finit par vivre mieux. Allons-y maintenant par du concret. Regardons maintenant ceux qui ont fait le choix durable. D'abord, je vais vous présenter ce charmant dessin qui vous provient de San Jose, en Californie, qui permet de voir, quand vous habitez un TOD, c'est quoi ça concrètement? La gare est derrière le dessinateur. Vous descendez votre axe ici, tramway, et devant vous, vous avez une place centrale. Quel charme! Tu sais, descendre de son transport collectif et avoir ça devant soi, c'est déjà stimulant. On revient du travail, on dit, tiens, ouf! Ensuite, autour du square, vous avez des commerces, partout. Pas des grosses boîtes, là. Ça, c'est ailleurs. Mais des commerces qui vont vous proposer boulangerie artisanale, qui vont vous proposer peut-être fromagerie, qui vont proposer petits cafés-terrasses, donc des gourmandises, du dépannage, des petites choses comme ça. Vous pouvez ramasser soit vite en passant ou flâner un petit peu. Ensuite, en haut des commerces, vous avez des condos. Pas gigantesques, mais des condos quand même. 2 étages de condos, 3 étages de condos, ça varie. Des gens qui préfèrent habiter là où est l'action. Ou bien vous passez à travers cet écran que vous voyez là, et là, derrière, vous avez des quartiers résidentiels, mais plus denses, et qui permettent une certaine convivialité. Mais tout est proche et tout est accessible. Passons dans le concret, le réel. Ceux qui ont fait le choix durable, on va aller à Portland, en Oregon maintenant, une ville durable au coton. Regardez un TOD qui est en structuration au moment que je vous parle. Ça se construit l'année dernière et cette année-ci. Voici le SLR, on le voit en blanc, là, qui traverse le cœur de ce TOD-là. Vous avez ensuite le projet qui s'appelle The Crescent, le croissant, avec un petit parc comme ça, en bas, là, qui est devant, au centre du secteur, pour protéger les rails. Vous avez donc des condos sur commerce autour, avec des petits cafés-terrasses, des restos en bas. Vous voyez la convivialité, c'est un principe des TOD. Des gens qui habitent en haut. Vous avez de l'autre côté un cégep, le Collège Antrim, là, dont beaucoup d'étudiants qui animent le milieu aussi. Hors vue, vous avez des bureaux. Bref, c'est le début d'un TOD. Puis, éventuellement, ils vont construire donc des projets résidentiels à l'alentour. À l'alentour, c'est quoi? Regardons cet autre arrêt sur la ligne, une de leurs multiples lignes d'SLR à Portland. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait comme maison unifamiliale dans ces secteurs? On est ici à 29 kilomètres de la ville, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez à Candiac ou Sainte-Thérèse dans le nord. Et vous débarquez, puis après le passage d'un projet comme dit condo sur commerce, square public, vous avez tout de suite dans un projet comme ça des maisons unifamiliales, mais en rangée cette fois-ci, plus verticales, qui ne donnent pas sur une rue, mais sur un trottoir avec jardin. Donc, ce que vous voyez à votre gauche, là, c'est simplement l'espace collectif qui appartient aux résidents et au public en même temps. Il y a un trottoir, des bancs, des plantes et tout. Ça, c'est votre devant de maison. Donc, 0 voiture. À la place, vous regardez vos voisins, vous les rencontrez comme ça part et d'autre de l'espace, vous les connaissez, et si vous allez sortir en voiture, vous passez dans votre sous-sol, puis vous sortez dans le garage qui est derrière, dans une petite ruelle, puis zoup, vous sortez comme ça, discrètement, sans déranger le milieu. Alors ça, c'est dans du 40 logements par hectare, ça. Il y a beaucoup de modèles. Je n'ai pas le temps de vous en présenter ici. J'ai tout un exposé que je donne sur comment faire des TOD, et je donne beaucoup de modèles de projets. En voici un qui est du niveau 40 logements à l'hectare, pas 12, comme on disait avant, mais 40. Voici un autre modèle, des plex. C'est des condos en plex, c'est des 6-plex au fond, comme on en fait partout à Montréal, à Brossard et Longueuil. C'est-à-dire, sur un arrêt SLR qui est au fond de la vue à gauche, vous avez une allée centrale, mais piétonne, tiens, un boulevard piéton, comme axe central qui anime le secteur. Toujours, on ne voit pas de rue, on ne voit pas de voiture, on est perplexe. Où sont-ils? Et on a des condos en 6-plex de chaque côté. C'est 4 logements en haut, aux 4 coins du bâtiment, chaque logement 2 étages, sur 2 logements rez-de-chaussée, 1 étage,
qui fait la profondeur. C'est des logements très vastes et qui sont autour de trottoirs, de petits parcs et tout. Et toujours, on cherche où sont les voitures. Mais en fait, ils sont derrière. Ils sont derrière un espace très, très discret et qui sortent par un réseau secondaire camouflé. Mais tout le projet est constitué en termes des piétons et du transport collectif. Donc, c'est vraiment renverser, comme j'ai dit, la forme urbaine, le mettre sur l'humain et sur le transport collectif, voiture secondaire. Si on veut accueillir des personnes à revenus beaucoup plus faibles, Portland le fait très habilement. Ils se disent, mais écoutez, on a des immigrants qui viennent pour du travail, plutôt les mettre dans un ghetto de vieilles maisons, on va les mettre directement en banlieue, dans des projets beaucoup plus denses, mais là où sont les emplois. Et on va les intégrer, ces gens-là, rapidement. Ils vont avoir, grâce à la ligne SLR, accès aux emplois et ils vont donc s'intégrer plus rapidement. Donc, voici un parmi beaucoup de projets. Des blocs appartements, c'est 3 étages. On est dans du 137 logements par hectare maintenant. Et dans ces projets ici, il y a beaucoup d'Africains qui débarquaient. J'en ai vu d'autres Mexicains, d'autres des Arabes, qui étaient là en poche, comme ça, par des projets beaucoup plus denses, mais proches de la ligne SLR, et avaient donc accès à quasiment tous les emplois de la métropole grâce au réseau SLR. Ils ont 5 lignes à Portland. 5 lignes pour une métropole de 2 millions. Et ces charmants véhicules, ça ressemble à ça. Donc, c'est ces genres de petits trains, si on veut, c'est SLR, et qui sont très habiles, très silencieux, électriques, évidemment, parce que l'Oregon produit l'électricité, hydroélectrique, tu sais, Québec aussi. La différence, c'est que Bombardier fait des SLR pour Portland, et puis, ben, ici, on n'en commande pas. C'est bizarre, hein? Bombardier, ici, on n'en commande jamais des SLR. On donne des subventions à la place. Bizarre, ça. Bon. Je pense que c'est un mauvais investissement d'argent. Quand on rentre dans un SLR, on est frappé par 2 choses. D'abord, il y a beaucoup de place parce que les SLR se suivent aux 2, 3, 4 minutes, même heure pointe. Alors, il y a toujours de la place. C'est confortable. Deuxièmement, on veut y aller en bicyclette, pas de problème. On rentre, n'importe quelle porte, puis on accroche son vélo. Comme ça, comme un porte-manteau. Puis on s'assoit. Ensuite, si on est handicapé, pas de problème. Les boutons jaunes sont là-dessus tout le long du véhicule. C'est juste à pousser sur le bouton à l'arrêt et tout de suite, une rampe sort, vous rentrez, la rampe rentre, puis clac, c'est fini, vous avez un petit délai de quelques, 3/4 de minute de plus pour une personne handicapée, c'est pas grave. Le système roule. Il est très, très habile. Alors, finalement, on arrive donc au transport collectif qui est lié à la densification. C'est ça le vrai vecteur du développement durable. Mais attention, en termes de transport, vous avez du bon transport et du mauvais transport. Il faut faire la part des choses. Je vais cibler 5 projets. Je vais même raccourcir un petit peu. Les mauvais projets, qui ne sont pas durables du tout, il y a une qui ne vous concerne pas, c'est la station de Lucien Lélé, l'AMT. C'est un désastre total, mais j'en passe. Si j'étais peut-être à Candiac, j'en parlerais beaucoup. Ça les concerne davantage. Pour vous, c'est le corridor d'autobus d'Alousie, qui est vraiment, vraiment pas un bon projet. Les projets optimaux pour la Rive-Sud que je vais exploiter avec vous, c'est surtout le prolongement du métro Longueuil. Et vous allez voir pourquoi. C'est critique, celui-là, vraiment critique, prioritaire. Et deuxièmement, le retour du SLR sur le pont Victoria. Troisièmement,